Bienvenue. Aujourd'hui, on s'aventure à la croisée de deux mondes qui, à première vue, n'ont vraiment rien en commun. La physique des particules et la psychologie humaine. On va explorer une idée assez vertigineuse qui nous vient des sources qu'on a consultées. Et si notre futur, celui qu'on n'a pas encore vécu, pouvait activement réécrire le récit de notre passé? Notre point de départ, c'est un article vraiment fascinant d'Anna Anduiza. Il présente une approche thérapeutique pour le moins audacieuse, la psychothérapie rétrocausale et quantique. Notre mission, c'est de décomposer cette pensée, de comprendre comment elle propose de dynamiter notre rapport habituel au temps, à la mémoire, pour peut-être ouvrir de nouvelles voies de guérison. C'est un voyage intellectuel qui est, oui, passionnant, et il faut tout de suite poser le cadre. On ne va pas faire un cours de physique, L'article lui-même est très clair là-dessus. L'idée ici, c'est d'explorer comment des concepts comme la rétrocausalité ou la superposition sont utilisés comme des métaphores. D'accord. Des métaphores. Des métaphores puissantes et même éclairantes pour décrire le fonctionnement de l'esprit humain. C'est une perspective émergente qui suscite des débats, mais elle nous force à poser des questions fondamentales sur ce que signifie guérir. Alors, justement, commençons par le concept le plus déroutant, la rétrocausalité. L'idée que le futur peut influencer le passé. Honnêtement, ma première réaction en lisant ça, c'est que ça frôle un peu la pensée magique ou la science-fiction. Comment est-ce que ça peut s'ancrer dans une approche thérapeutique sérieuse? C'est la question essentielle, et la réponse est plus subtile qu'il n'y paraît. Il ne s'agit absolument pas de voyage dans le temps littéral. D'accord. Personne ne prétend pouvoir changer les faits du passé. La clé, elle est dans la métaphore. Imaginez qu'un objectif futur que vous vous fixez, une guérison, une relation apaisée, agisse comme un phare très puissant que vous allumez dans votre avenir. D'accord, un phare qui éclaire le chemin à venir, ça c'est une image assez classique au coaching ou en thérapie. Oui, mais ici, ce phare ne se contente pas d'éclairer vers l'avant. Sa lumière est si intense qu'elle se projette aussi en arrière, sur le chemin qu'on a déjà parcouru. Ah, d'accord. Et cette lumière, elle change tout. Elle ne modifie pas le tracé de la route, les événements qui ont eu lieu, mais elle en change les couleurs, les ombres, la perception. L'article utilise une formule que je trouve très juste. Un traumatisme peut être revisité à travers le prisme d'une guérison anticipée. C'est intéressant. Donc, un souvenir douloureux cesse d'être simplement une cicatrice inerte du passé pour devenir quoi? Une étape? Exactement. Il devient une étape nécessaire sur le chemin qui mène à ce futur lumineux que l'on construit. Sa signification se transforme radicalement. Ce n'est plus l'événement qui m'a brisé, mais ça devient l'épreuve qui m'a rendu capable d'atteindre cet avenir. Je vois. Le thérapeute, dans ce cadre, est décrit comme un guide temporel. Son rôle, ce n'est pas de faire revivre le traumatisme, mais d'aider la personne à le revisiter, à le réintégrer dans un récit de vie qui est beaucoup plus vaste. On transforme ce qui était un schéma de souffrance En levier de croissance. en un véritable levier de croissance. Ce qui est énorme, c'est que ça déplace le pouvoir. On n'est plus seulement le produit de son passé, on devient aussi l'architecte de son passé à travers le futur qu'on choisit de viser. C'est un renversement complet de perspective. C'est le cœur de l'idée. On passe d'une vision un peu déterministe, où le passé dicte le présent, à une vision beaucoup plus dynamique, où le futur désiré informe à la fois le présent et le passé. Bon, ce changement de rapport au temps, c'est un premier pilier. L'autre, tout aussi fondamental dans l'article, c'est de voir l'esprit lui-même à travers le prisme de la physique quantique. On commence avec la superposition. En physique, c'est une particule qui est dans plusieurs états à la fois, jusqu'à ce qu'on la mesure. Comment est-ce qu'on transpose ça à notre chaos intérieur? En parlant de superposition émotionnelle, c'est une métaphore très très parlante de l'expérience humaine. Pensez-y, notre culture nous pousse souvent à la simplification. Es-tu heureux ou triste? Es-tu confiant ou anxieux? Comme s'il fallait choisir un état et s'y tenir. Or, l'esprit humain est rarement aussi simple. On peut ressentir une immense joie pour la réussite d'un proche et, en même temps, une pointe de tristesse. On peut être terrifié à l'idée de commencer un nouveau projet et, simultanément, rempli d'un espoir fou. Et ces émotions ne s'annulent pas, elles coexistent. En général, tenter d'en supprimer une, c'est souvent la renforcer. Précisément. La thérapie, dans cette optique, elle invite à cesser le combat. Elle propose d'accepter cette complexité, cette superposition, de reconnaître qu'on a le droit d'être à la fois fort et vulnérable, en deuil et en joie.
Selon l'article, c'est en apprenant à naviguer dans cette richesse d'états contradictoires, sans en rejeter aucun, qu'on peut trouver une nouvelle liberté intérieure. On cesse de se battre contre soi-même. Cette idée de superposition émotionnelle est puissante, mais elle semble très centrée sur l'individu. Or, on n'existe pas dans le vide. Nos émotions sont, constamment en interaction avec celles des autres. Comment est-ce que cette approche prend en compte nos liens, nos relations ? Est-ce que c'est là qu'intervient le concept d'intrication ? C'est exactement le point. L'intrication quantique, c'est ce phénomène étrange où deux particules restent connectées, instantanément liées, quelle que soit la distance qui les sépare. Oui. L'action sur l'une a un effet immédiat sur l'autre. La métaphore proposée est celle de l'intrication relationnelle. Elle suggère que nos liens avec les autres, même ceux qui sont distants dans le temps ou l'espace, forment des fils invisibles qui continuent d'influencer profondément notre état mental. J'essaie de bien comprendre. Est-ce que c'est juste une autre façon de parler de l'influence de notre entourage ou y a-t-il une dimension plus profonde, presque indélébile ? C'est plus profond. L'idée est que chaque interaction significative tisse notre réalité émotionnelle d'une manière durable. Ces liens ne sont pas juste des influences passagères, ils font partie de notre architecture psychique. Le travail thérapeutique consiste alors à explorer ces dynamiques, comprendre comment les liens avec nos parents, nos amis, un amour passé façonnent notre état d'être ici et maintenant. Il ne s'agit pas de couper les liens, mais de comprendre la nature de ces intrications pour agir dessus. D'accord. Donc on a cette superposition complexe à l'intérieur de nous et ce réseau d'intrications qui nous relie aux autres. Ça peut sembler un peu passif, comme si on était le jouet de ses forces. Qu'est-ce qui fait basculer les choses ? En physique, c'est l'acte de mesurer ou d'observer qui fige un état. Est-ce que c'est la même chose ici ? C'est le point d'action, le levier le plus puissant. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Le simple fait d'observer un système le modifie. La transposition en psychothérapie, c'est ce que l'article appelle le pouvoir transformateur de la prise de conscience. C'est un concept fondamental. Le simple fait de porter une attention consciente, ouverte et sans jugement sur ses propres schémas mentaux, Sur une croyance limitante ? ou une émotion difficile, vous voyez, ça commence déjà le processus de transformation. Parce qu'on n'est plus complètement fusionné avec la pensée ou l'émotion, on crée une distance pour la regarder. C'est exactement ça, on crée un espace. Et dans cet espace, le changement devient possible. J'ai souvent vu ça en pratique. Une personne peut se répéter depuis des années « je suis nulle ». Tant qu'elle est fusionnée avec cette pensée, c'est une vérité absolue. Le travail commence quand elle apprend à simplement l'observer arriver, comme un nuage sombre dans le ciel de son esprit. Sans la combattre, sans la juger, juste la voir. Rien que cet acte d'observation lui permet de réaliser que ce n'est qu'une pensée, un événement mental et non une identité. Et c'est là que tout commence à changer. Voilà, l'article le résume par une phrase magnifique. Observer une pensée, c'est déjà la modifier. On a donc les grands concepts, réécrire le passé depuis le futur et voir l'esprit comme ce système complexe de superposition et d'intrication. Mais concrètement, si on suit cette thérapie, la TGA, pour thérapie globale active, comment ça se passe ? À quoi ressemble une séance ? Alors le processus est décrit comme très créatif et actif, loin d'une thérapie où on ne fait que parler du passé. Il y a 3 axes qui s'entremêlent. Le premier, c'est l'exploration des futurs possibles. Le thérapeute guide la personne à travers des visualisations créatives. On ne lui demande pas « quel est votre objectif ?», mais on l'invite à ressentir, à incarner différentes versions de son existence. Jouer avec les fils du destin, comme le dit le texte. Et interprétation des expériences passées. On revisite les souvenirs, mais en les éclairant avec la lumière de ce futur. Une rupture amoureuse qui était vécue comme un échec total peut être réinterprétée comme la condition nécessaire qui a permis de développer la force. Pour construire la relation apaisée de ce futur projeté. Voilà, on ne nie pas la douleur, mais on l'intègre dans un récit plus vaste qui a un sens. Et le moment présent dans tout ça. Il semble être le pivot entre cette réécriture du passé et cette construction du futur. Il est absolument central, c'est le 3e axe, via des pratiques de pleine conscience. Le présent est décrit comme le jeu des possibles, le seul lieu où l'on peut agir. C'est ici et maintenant qu'on choisit quel futur on décide de nourrir et quel passé on choisit de réinterpréter. Le présent n'est pas un simple point de passage, c'est l'atelier. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. En cultivant cette présence à l'instant, on apprend à naviguer dans l'incertitude, à être à l'aise avec la superposition de ses émotions et à voir son esprit non comme une chose figée, mais comme un champ d'interaction en mouvement permanent. Quand on regarde le but final de cette démarche, c'est assez radical.
Le texte insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un retour à la normalité. On ne répare pas une machine cassée pour qu'elle fonctionne comme avant. Non, c'est une vision beaucoup plus ambitieuse. L'objectif est décrit comme un voyage vers l'infini des possibles. Il s'agit de libérer la personne des schémas du passé qui la limitent, non pas pour revenir à un état antérieur idéalisé, mais pour créer une vision de soi et de son avenir qui est entièrement nouvelle, dynamique et positive. La guérison, ce n'est pas une destination, c'est un mouvement créatif constant. Si je tente de synthétiser, cette approche nous invite à voir notre psyché non plus comme une statue de pierre sculptée une bonne fois pour toutes par notre histoire, mais plutôt comme un chant quantique. Et la thérapie devient l'art d'apprendre à participer consciemment à ce dialogue. À mener ce que l'article appelle une danse délicate entre ces 3 dimensions du temps. C'est ça. C'est une excellente synthèse. Et pour être tout à fait complet, il est crucial d'ajouter la nuance que la source elle-même apporte, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Ah oui, c'est important. L'article précise que cette approche est encore en gestation et qu'elle est entourée de débats et de controverses. Ce n'est pas présenté comme une vérité scientifique établie. Mais comme un modèle. Exactement, comme un modèle, une grille de lecture exploratoire. Et c'est peut-être ça, sa plus grande force. Qu'on y adhère pleinement ou non, elle nous force à repenser la nature même de la conscience et de la guérison. Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée à emporter. Si notre vision du futur peut effectivement réécrire notre passé émotionnel, alors, dans quelle mesure notre identité actuelle est-elle construite non pas par ce qui nous est arrivé, mais par ce que nous croyons qu'il nous arrivera? Quelle part de notre moi n'est, en fin de compte, qu'une projection d'un avenir que nous sommes à chaque instant en train de créer?